Pourquoi l'Iran déteste-t-il autant Israël? Franchement, si je devais dresser la liste des ennemis les plus probables d'Israël, l'Iran ne serait même pas dans le podium. Allez, regardez une carte. Les grandes guerres d'Israël ont toujours été contre ses voisins directs. L'Iran, lui, il est à l'autre bout de la péninsule arabique. Et puis, les Palestiniens, ils sont arabes. Les pays qui ont attaqué Israël dans le passé, ils sont arabes aussi. Mais l'Iran, c'est un pays perse, pas arabe. Autre différence majeure, la plupart des pays musulmans autour d'Israël sont sunnites, les Palestiniens aussi. L'Iran, lui, est chiite. Et sunnites et chiites, disons que leur relation est pas exactement au beau fixe depuis environ 1500 ans. Et pourtant, malgré tout ça, Israël et l'Iran ont été alliés pendant plus de 30 ans. Ça peut sembler loin aujourd'hui, mais vous verrez en fin d'épisode comment ce passé pourrait peut-être ressurgir. Alors, pourquoi cette haine farouche de l'Iran envers Israël ? Réponse facile, c'est l'Iran veut le pouvoir. Le pouvoir face à l'Occident, face à l'Arabie Saoudite. Mais franchement, cette réponse, elle nous frustre un peu. Pour cet épisode, on voulait creuser un peu plus loin, comprendre ce qui se cache réellement derrière les discours et les apparences. Et cette enquête nous a mené à 6 raisons pour lesquelles ces anciens alliés sont devenus ennemis. Et la première, c'est la haine profonde de l'Iran envers l'Occident. Alors, revenons un peu en arrière. Regardez ces images, des gens qui font la fête dans les années 70, rien d'inhabituel, non? Sauf que ces fêtards, ils sont iraniens et israéliens et ils font la fête en Iran. Juste après la création d'Israël en 1948, les relations avec l'Iran étaient plutôt détendues. C'était même le 2e pays à majorité musulmane à reconnaître Israël. Les deux pays commerçaient entre eux et la compagnie aérienne israélienne El Al assurait des vols directs quotidiens entre Tel Aviv et Téhéran. Ouais. Alors, vu les relations entre ces deux pays aujourd'hui, comment est-ce que c'est possible qu'ils étaient aussi proches à l'époque? Même si l'Iran était un pays musulman, il était dirigé par un dictateur laïque, le Shah d'Iran. Il adorait les valeurs occidentales, l'éducation, les droits des femmes, la liberté religieuse. En revanche, il aimait un peu moins d'autres valeurs occidentales qui l'arrangeaient pas trop, comme la démocratie, la liberté de la presse, ou le fait tout simplement de ne pas jeter les opposants politiques en prison. Et malgré sa poigne de fer, il avait le soutien total des pays occidentaux, ce qui a fini par rendre l'Occident très impopulaire auprès des Iraniens qui, eux, en avaient ras-le-bol du Shah. Et dans les années 70, ce ras-le-bol, il s'amplifiait sérieusement. Et un jour, il y a eu le point de bascule. En 1979, une révolution populaire, la révolution islamique, a balayé le pays. Le Shah a été chassé et un religieux chiite, l'ayatollah Khomeini, a pris le pouvoir, fondant la République islamique d'Iran. Donc oui, vu ce passé, on peut comprendre que l'Iran se méfie un peu de l'influence occidentale, surtout quand on voit comment l'Occident a soutenu le Shah malgré sa brutalité. Et on comprend aussi qu'Israël, dans l'esprit collectif iranien, soit mis dans le même sac. Mais ça, c'est juste le point de départ pour comprendre l'obsession de l'Iran envers Israël, l'impérialisme. Mais en vrai, le problème, c'était pas juste l'ingérence occidentale en Iran. L'un des piliers du discours de Khomeini, c'était la lutte contre l'impérialisme occidental en général, et aussi la volonté d'imposer un modèle de société islamique régi par la charia. Et selon cette logique, où se trouve le front principal de cette lutte contre l'Occident? En Israël. Pour l'Iran, Israël est vu comme le premier pion avancé par les puissances occidentales pour prendre le contrôle de la région et détruire l'islam. C'est la version miniature du grand problème impérialiste incarné par les États-Unis et consorts. Khomeini avait même des petits surnoms sympas pour ses nouveaux ennemis. Les États-Unis, c'était le grand Satan et Israël, le petit Satan. Donc si Israël est perçu comme la tête de pont de l'Occident au Moyen-Orient, il est logique, selon cette vision, que l'Iran veuille éliminer l'État hébreu avant que la situation ne tourne en sa défaveur. Now I'm gonna put the kibosh on you. Même si géographiquement, un bon millier de kilomètres les séparent. Évidemment, si vous l'aviez pas remarqué, cette vision occulte complètement celle des Juifs, pour qui Israël n'est pas une colonie occidentale, mais le retour d'un peuple autochtone sur sa terre ancestrale. Pour eux, Israël est un exemple de décolonisation, un peuple qui revient sur une minuscule portion de terre qu'ils ont dû quitter par la force il y a près de 2000 ans, chassés par Rome. Un retour soutenu du bout des lèvres par l'Occident après la Shoah et après une rébellion juive contre les colonisateurs britanniques. Mais bon, sur ce point, l'Iran est assez silencieux. Ensuite, il y a la géopolitique régionale. Mais l'histoire, elle s'arrête pas au terrible duo des petits et grands satans. Pour comprendre l'obsession iranienne, il faut aussi élargir le cadre au rapport de force au Moyen-Orient. Souvenez-vous, l'Iran a vécu une révolution islamique. Et dans l'islam, il existe deux grandes branches qui ne s'entendent mais alors
pas du tout. Les sunnites d'un côté et les chiites minoritaires de l'autre. Pas très clair? C'est un peu comme les cathos et les protestants, même Dieu, même texte de base, mais des siècles de guerre. Nobody understands this. En gros, après la mort du prophète Mahomet, il y a eu une guerre de succession. Les sunnites ont suivi les califes, tandis que les chiites ont suivi le fils de Mahomet. Depuis, c'est loin d'être le grand amour. Aujourd'hui, les chiites ne représentent que 10% des musulmans dans le monde entier. L'Iran, donc, est chiite, une minorité dans l'islam sans beaucoup d'alliés. Et après la révolution islamique, il a perdu tous ses soutiens occidentaux. Il devait rapidement se trouver des alliés de substitution. Et en politique internationale, la règle d'or, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et devinez qui joue parfaitement le rôle de bouc émissaire. Hello, everybody! Les juifs. Khomeini a vu dans la lutte contre Israël une opportunité de rassembler sunnites et chiites autour d'un ennemi commun. Pas forcément pour s'aimer, mais au moins pour se serrer les coudes. Street cred. Et grâce à ça, l'Iran s'est construit un réseau d'alliés, des États aux groupes armés à travers toute la région. Mais même si la révolution islamique visait à unir le monde musulman, elle a surtout renforcé les divisions. Les dictatures sunnites sont pas vraiment fans d'un leadership chiite, surtout venant de Perses non arabes. Eux, ils préfèrent le panarabisme qui place les sunnites au centre de l'échiquier et laisse les chiites iraniens en périphérie. L'Iran est ambitieux et il n'a pas peur de voir grand. Pour lui, la révolution islamique ne concerne pas seulement l'Iran, mais le monde entier. Quelques perles signées de l'ayatollah que l'on a dénichées. Nous devons exporter notre révolution à l'échelle mondiale. Tant que le cri « Il n'a de Dieu qu'Allah » ne retentira pas partout, la lutte continuera. L'instauration d'un État islamique mondial fait partie des grands objectifs de la révolution. Dream big. Rien que ça. C'est bien de rêver, non? Mais bon, si tout voyage commence par un premier pas, Israël a été un sacré caillou dans la botte de l'ayatollah. Du point de vue iranien, Israël est un obstacle majeur à leur rêve d'exporter la révolution. Et là, on va paraphraser le journaliste israélien Aviv Retikgour dans un podcast du média The Free Press. Selon la vision iranienne, les Juifs ont été pendant plus de 2000 ans le peuple le plus faible de la terre. Après tout, c'est bien pour ça qu'on les appelle le petit Satan. Et si l'islam veut un jour vaincre l'Occident, il doit d'abord faire tomber son maillon le plus faible, Israël. Its problem with Israel is that Islam tried and failed to destroy Israel. On pourrait penser que les sunnites, eux aussi, seraient partants pour un islam dominateur à l'échelle mondiale. Et il y a 20 ans, on aurait eu raison. Pendant des décennies, plusieurs États sunnites ont discrètement soutenu des djihadistes radicaux qui rêvaient justement de cette domination. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'avec l'avenir incertain des économies basées sur le pétrole, l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe ont sérieusement levé le pied sur la diabolisation de l'Occident. Aujourd'hui, ces États connaissent même une forme d'occidentalisation culturelle, ce qui, on s'en doute, ne plaît pas du tout à l'Iran. On a déjà parlé du ressentiment de l'Iran envers l'Occident. Les États-Unis, Israël, l'Europe et tous ces snobs en costume-cravate qui citent du latin et font semblant d'aimer l'opéra. Et oui, en Iran, on ne porte pas la cravate, parce que la cravate, c'est occidental. Mais le vrai problème de l'Iran, c'est pas seulement la puissance occidentale, c'est aussi la culture occidentale. Et ça, en vrai, les Juifs peuvent comprendre. On a passé des siècles à lutter contre la culture dominante. D'abord les Grecs, puis les Romains. Sauf qu'on a survécu en nous adaptant. Mais pour l'Iran, il n'est pas question de s'adapter. Pour eux, culture occidentale et islam, c'est comme l'huile et l'eau. Ces dernières années, plusieurs vagues de protestations ont secoué l'Iran, la promiscuité à l'occidental. Autrement dit, le droit des femmes. Ces dernières années, plusieurs vagues de protestations ont secoué l'Iran, menées par des femmes réclamant la fin de l'obligation de porter le hijab. La réponse du régime, répression violente et détournement de l'attention. Ce serait l'Occident qui chercherait à semer la dépravation en Iran. Sauf que en Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter ou de danser en public et leur liberté peut être sérieusement limitée par leur mari, leur frère, leur père. Face à cette situation, Israël, avec ses valeurs occidentales, liberté, démocratie, droits des femmes, c'est une énorme épine dans le pied de l'Iran. Une de plus. Et quand bien même on était déjà au courant de tout ça, on a découvert quelque chose de plus en préparant cet épisode. Un aspect que l'on connaissait beaucoup moins, la justice. Chez les chiites, le concept de justice, l'adil, est fondamental, au même titre que la croyance en Dieu ou en la prophétie de Mahomet. Historiquement, les chiites pensaient que la justice ne pouvait être atteinte qu'à l'arrivée du Mahdi, une sorte de messie. Une croyance née après une série de défaites chiites face aux sunnites. Un peu comme les juifs qui, après leur dernière révolte contre Rome, ont peu à peu mis de côté le militarisme
terrorisme dans leur identité. Mais l'ayatollah a changé la donne. Il ne voulait pas attendre le Mahdi. Il voulait la justice maintenant. Et pour la révolution islamique, ça signifiait soutenir activement les opprimés contre les oppresseurs. Bien au-delà du Shah, même avant la révolution, Khomeini soutenait déjà des groupes terroristes chiites et même des Palestiniens sunnites. Ce message de justice a trouvé un écho puissant chez de nombreux musulmans, souvent coincés sous des dictatures brutales. Il a même permis de créer un pont entre sunnites et chiites autour d'un même idéal, un islam fort, uni, prêt à s'étendre à l'échelle mondiale. Mais si l'idée de justice peut rassembler, la version iranienne de la justice, elle en refroidit plus d'un. Peine de mort pour les homosexuels, oppression systématique des femmes et soutien à des milices qui ont littéralement rétabli l'esclavage au Yémen. Conclusion, d'où qu'elle vienne, la haine de l'Iran envers Israël est profonde et dangereuse. Mais il faut distinguer le régime iranien du peuple iranien. Tous les jours, de nombreux Iraniens osent s'élever contre le régime et exprimer leur soutien à Israël. Ces voix courageuses nous donnent un peu d'espoir. Peut-être que les jours de haine sont comptés. Et qui sait ? Avec un peu de chance, on reverra un jour renaître l'âge d'or de l'amitié entre Israël et l'Iran.